Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet complexe, vraiment cœur de l'actualité, la Belgique. Le pays traverse une crise profonde, la fracture a l'air de s'agrandir de jour en jour, et la grande question c'est est-ce qu'un projet commun est encore possible? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Et si ça vous intéresse, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet. Pour commencer, cette citation de l'économiste Bruno Coleman, elle est sans appel. C'est assez révélateur de l'ambiance. Ce qu'il dit en fait, c'est qu'on n'est pas juste face à une crise politique classique. Non, c'est bien plus profond. C'est une crise de sens. Il n'y a plus de vision commune pour le futur. Et c'est vraiment de là que tout part. Et ce qu'il décrit, finalement, ce sont des symptômes qu'on connaît un peu tous. Des services publics qui craquent de partout, les hôpitaux sont à bout, le système éducatif, on n'en parle même pas, la justice manque de moyens, et au milieu de tout ça, une classe politique qui semble complètement déconnectée. Forcément, quand on accumule toutes ces frustrations, ça crée un sentiment de déclin, et ça nourrit beaucoup de colère. Et ça nous amène à la question centrale. Est-ce qu'on est en train de voir la fin programmée de l'État belge, son agonie en quelque sorte, ou est-ce que toutes ces crises, toutes ces secousses, c'est peut-être les douleurs d'un accouchement, le début de quelque chose de nouveau? C'est une vraie question. Et pour y répondre, il faut d'abord regarder un peu en arrière pour comprendre comment on en est arrivé là. Voilà, pour comprendre la crise d'aujourd'hui, un petit retour en arrière s'impose. Parce que la Belgique, en fait, ne s'est pas vraiment construite sur une idée nationale unie. C'est plutôt une histoire de tension, de compromis. Et c'est ça qui a créé cette structure si particulière et ces divisions qu'on voit aujourd'hui. Regardons un peu cette chronologie, c'est super éclairant. Tout commence en 1830. L'État est créé et le français est la seule langue officielle. Forcément, ça met de côté une énorme partie de la population néerlandophone. Il a fallu attendre presque 70 ans jusqu'en 1898 pour que le néerlandais obtienne un statut égal. Ensuite, au milieu du XXe siècle, tout bascule. Le pouvoir économique qui était en Wallonie avec l'industrie se déplace vers la Flandre, qui est en plein boom. Ça inverse complètement les rapports de force. Et pour essayer de gérer tout ça, à partir des années 70, le pays commence à se réformer, à se fédéraliser. C'est le début d'une longue série de réformes. Et la conséquence de tout ça, elle est assez folle quand on y pense. Aujourd'hui, flamands et francophones vivent dans deux mondes quasi séparés. Ils n'ont pas les mêmes médias, pas les mêmes débats, pas les mêmes références culturelles. C'est comme deux bulles qui coexistent. Et évidemment, cette séparation, elle crée des malentendus, elle renforce les clichés. Et voilà l'illustration parfaite de cette complexité. On l'appelle souvent la lasagne institutionnelle, et l'image est plus parlante. Imaginez, vous avez le niveau fédéral, tout en haut. En dessous, vous avez 3 régions qui gèrent le territoire. Et vous avez aussi 3 communautés qui s'occupent des gens en fonction de leur langue. Toutes ces couches se superposent, s'entremêlent. C'est un véritable casse-tête de compétences qui rend le pays hyper compliqué à gouverner. En fait, c'est comme si tous les conflits du pays étaient inscrits noir sur blanc dans ces institutions. Bon, maintenant qu'on a vu les racines historiques, voyons comment tout ça se traduit aujourd'hui sur le plan politique. Parce que le résultat, c'est une polarisation de plus en plus forte, avec des partis qui tirent le pays dans des directions complètement opposées. Et là, le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a le Vlaams-Belang en Flandre. Eux, c'est l'extrême droite. Leur projet, c'est clair. L'indépendance de la Flandre, donc la fin de la Belgique. C'est une force qu'on appelle centrifuge. Elle pousse vers l'extérieur. Et à l'autre bout du spectre, on a le PTB. C'est la gauche radicale et eux, au contraire, ils veulent l'unité du pays. C'est une force centripète qui tire vers l'intérieur. Vous voyez le tableau? Deux visions de l'avenir qui sont juste totalement incompatibles. Et attention, on ne parle pas de petits partis. Pas du tout. Regardez leur score. Le Vlaams-Belang est devenu une force incontournable en Flandre, avec les nationalistes de la N-VA qui sont aussi très puissants. Et pendant ce temps, de l'autre côté, le PTB, eh bien, il ne cesse de grimper, surtout en Wallonie et à Bruxelles. Ce sont de vrais poids lourds électoraux. Et c'est là qu'on arrive au grand paradoxe de la situation. Vous avez un parti qui veut la séparation et un autre qui veut l'unité. On pourrait croire que ça s'annule, mais non. Leur montée en puissance simultanée, ça produit exactement le même résultat, le blocage complet. Pourquoi? Parce qu'en Flandre, la pression du Vlaams-Belang radicalise tout le monde. Et au sud, la position du PTB rend quasi impossible tout compromis avec la droite flamande. Le résultat final, c'est la paralysie. Former un gouvernement devient un casse-tête monumental. Donc, la question logique qu'on se pose tous, c'est « mais alors, avec des forces pareilles qui tirent dans tous les sens, comment ça se fait que la Belgique n'a pas déjà explosé? Qu'est-ce qui tient encore? » Eh bien, c'est là qu'on va regarder les forces qui, elles, maintiennent le tout ensemble. Des forces souvent plus discrètes, mais très puissantes. On va donc regarder l'autre face de la pièce. Parce que, malgré toutes ces divisions, il y a une sorte de ciment, de colle qui maintient la structure. Et ce ciment, il est surtout économique et institutionnel.
Ce tableau y résume parfaitement ce bras de fer permanent. D'un côté, on a tout ce qui divise, le nationalisme flamand, les médias séparés, la politique polarisée, mais de l'autre, on a ce qui unit. Et c'est du lourd. L'économie est hyper intégrée, on ne peut pas la couper en deux comme ça. La sécurité sociale, la fameuse Sécu, elle est encore fédérale, et ça, c'est un pilier. Et puis, bien sûr, il y a Bruxelles. Sans oublier un détail qui n'en est pas un, la dette publique. Quand on doit de l'argent ensemble, ça crée des liens, qu'on le veuille ou non. Ce chiffre, 7,1 milliards d'euros, il est énorme et il est au cœur du problème. C'est le montant des transferts financiers de la Flandre vers la Wallonie et Bruxelles via la sécurité sociale pour une seule année. Pour les nationalistes flamands, la lecture est simple. On paye pour les autres. Mais vu de l'autre côté, c'est le cœur même de la solidarité nationale, le pilier qui fait tenir l'État social belge. C'est à la fois ce qui divise le plus et ce qui lie le plus. Et enfin, il y a le dossier Bruxelles. C'est le vrai nœud gordien du pays. Pensez-y une seconde, c'est une région à part entière, enclavée géographiquement en Flandre, mais sa population est majoritairement francophone. Et en plus, c'est la capitale de la Flandre, de la communauté française, du pays tout entier, et de l'Europe. Comment voulez-vous couper ça en deux proprement? C'est quasiment impossible. Bruxelles, à elle seule, rend un divorce propre extrêmement compliqué. Ok, on a vu les forces qui tirent d'un côté et celles qui retiennent de l'autre. Alors maintenant, la question c'est vers quoi on va? Quels sont les scénarios possibles? Il ne s'agit plus de rêver d'un grand projet national, mais plutôt de faire des choix très concrets, très institutionnels. En gros, il y a deux grandes voies qui se dessinent. La première, c'est le confédéralisme. C'est le projet de la N-VA, le grand parti nationaliste flamand. L'idée, c'est de vider l'État fédéral de presque toutes ses compétences. La Flandre et la Wallonie deviendraient quasiment indépendantes et ne géreraient plus que quelques trucs ensemble, comme la défense peut-être. Pour beaucoup, c'est juste l'antichambre de la séparation. L'autre voie, c'est de garder le fédéralisme, mais de le rendre plus efficace, plus coopératif. On garde la maison commune, mais on essaye de mieux répartir les tâches pour affronter ensemble les vrais problèmes. Et on en revient à notre économiste du début, Bruno Coleman. Quand il parle de printemps des peuples, comme en 1848, l'image est forte. Ça veut dire qu'on est à un tournant, un moment historique qui peut basculer, soit vers une reconstruction, quelque chose de nouveau et de positif, soit vers le chaos et la fragmentation. Et c'est peut-être ça, la conclusion. Le temps des grands projets, des grands récits nationaux un peu romantiques, c'est sans doute terminé. Si un projet commun doit renaître en Belgique, il sera sûrement beaucoup plus pragmatique. Il sera basé sur un constat simple. On a des problèmes communs, il faut bien les gérer ensemble. Que ce soit l'éducation, la santé, le budget, c'est une question de nécessité. Au final, la Belgique est vraiment face à un choix. Soit trouver l'énergie de créer un nouveau pacte, un nouveau compromis pour avancer, soit continuer cette lente implosion, cette paralysie. Laquelle de ces deux voies sera choisie? L'avenir nous le dira. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si ça vous a plu, un petit j'aime, ça nous aide énormément. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les suivantes. À bientôt!